Si tu allumes une lampe, tu auras l'impression que sa lumière se propage autour de toi instantanément. Or, ce n'est pas vrai. Elle met du temps à arriver. Un temps certes imperceptible pour nous humains, mais un temps quand même. Et ce détail simple suffit à découper l'univers en zones accessibles et interdites. Aujourd'hui, voyons l'une des notions les plus importantes de la physique. Quand on parle de la lumière, on pense souvent à quelque chose de banal, comme une ampoule, le soleil ou l'écran de nos téléphones. Mais en physique, la lumière est bien plus qu'un truc qui est clair. C'est une sorte de règle fondamentale. Une limite qui te dit jusqu'où l'univers te laisse aller pour transmettre une information, pour agir sur quelque chose, pour provoquer un effet. Et c'est cette limite qui va, presque toute seule, faire apparaître l'idée de cône de lumière. La première chose à comprendre, c'est que vitesse de la lumière ne veut pas juste dire la lumière va vite. Ça veut dire qu'il existe une vitesse maximale à laquelle un message peut se propager. Pas seulement un rayon lumineux, mais n'importe quelle influence, si je puis dire. Si tu veux prévenir quelqu'un, pousser un objet, envoyer un signal, déclencher un événement à distance, il y a une vitesse qui ne peut pas être dépassée. La lumière est l'exemple le plus évident parce qu'on la voit, mais la vraie idée derrière, c'est la vitesse limite de l'information. Donc voilà, gardons vraiment en tête que la vitesse de l'information est une limite, même si on va dire vitesse de la lumière. La deuxième chose à comprendre maintenant concerne l'importance du temps. Disons que tu vois un orage au loin, ça a dû forcément t'arriver, je l'espère. Normalement, on est d'accord, tu vois l'éclair tout de suite, puis tu entends le tonnerre plus tard. Ce décalage te montre que même les sons qui vont quand même vite à notre échelle humaine mettent du temps à arriver. La lumière, elle, va tellement vite que dans la vie quotidienne, on a tendance à l'oublier. Mais tellement vite ne veut pas dire instantanément. Et c'est cette confusion qui fait oublier sa vitesse. Donc pour comprendre l'importance du temps, n'augmentons pas l'échelle de temps, mais l'échelle de distance. En fait, si tu agrandis les distances, le temps de trajet de la lumière devient énorme. La lumière du soleil met plusieurs minutes à arriver jusqu'à toi. La lumière d'une étoile lointaine peut mettre des années, des siècles, voire des millions d'années. Donc quand tu regardes le ciel, tu ne vois pas maintenant, tu vois un passé qui t'arrive en retard. Et ce retard n'est pas une illusion, c'est la structure même du monde. Si la lumière met du temps à voyager, ça veut dire qu'un événement qui se produit quelque part n'a pas d'effet immédiat ailleurs. Il existe forcément une zone autour de l'événement où pendant un certain temps, personne ne peut être au courant. En d'autres termes, quand quelque chose arrive, il y a une bulle d'ignorance autour de l'événement qui se rétrécit au fur et à mesure que la lumière s'éloigne et diffuse l'information. Ce n'est pas une bulle tracée dans l'espace, c'est une frontière qui dépend aussi du temps. C'est là que la notion devient intéressante. La limite ne dépend pas de toi, de tes outils, ni de la technologie. Ce n'est pas on n'a pas encore inventé mieux. C'est une contrainte de la physique, comme si l'univers te disait « Voilà la vitesse maximale de propagation des codes ». Et ça change tout, parce que ça signifie qu'il existe des choses qui sont, à un moment donné, tout simplement hors d'atteinte. Même si tu avais une volonté parfaite, même si tu envoyais le signal le plus puissant possible, l'information ne peut pas y arriver plus vite. Donc la lumière sert de frontière entre deux catégories d'événements, ceux qui peuvent être reliés par une relation de cause à effet et ceux qui ne le peuvent pas. C'est déjà presque l'idée du cône de lumière, même si on ne l'a pas encore nommé. Si je te dis « est-ce que cet événement peut influencer celui-là ?», la réponse dépend essentiellement de deux choses. Premièrement, la distance entre eux et deuxièmement, le temps possible. Si tu donnes assez de temps, l'influence peut passer. Si tu donnes pas assez de temps, c'est impossible. Et la limite exacte entre possible et impossible est fixée par la lumière. Ça va être fixé par les cônes de lumière. À partir de là, tu peux commencer à imaginer une sorte de carte de la réalité. Au centre, un événement précis, par exemple toi qui claques des doigts maintenant. Ensuite, toutes les choses que ce claquement pourrait affecter, mais seulement après un certain délai. Plus tu vises loin, plus il faut attendre. Et à l'inverse, toutes les choses qui pourraient te concerner aujourd'hui viennent forcément d'événements passés situés dans une zone particulière. Une zone dont l'information a eu le temps d'arriver jusqu'à toi. Bon, avant d'aller plus loin, il faut garder en tête une idée simple, presque comme une règle de bon sens, mais appliquée à l'univers entier. Tu ne peux pas être affecté par quelque chose dont l'information n'a pas eu le temps de te parvenir. Et tu ne peux pas affecter quelque chose si ton influence n'a pas le temps de l'atteindre. Le cône de lumière, au fond, c'est juste une manière très claire de représenter cette double contrainte. C'est tout. Cette partie va être très courte car il n'y a qu'une idée à retenir. En fait, pour vraiment comprendre un cône de lumière, il faut arrêter de penser que l'espace et le temps sont deux choses indépendantes. Dans la vie quotidienne, tu fais naturellement la différence. L'espace, c'est le où et le temps, c'est le quand. Je peux dire que je suis à tel endroit et il est telle heure, comme si ça n'avait rien à voir. Et à notre échelle, ça marche très bien. Mais dès que tu prends au sérieux le fait que la lumière met du temps à voyager, l'espace et le temps se mettent à s'entremêler. Pour comprendre ça, on peut prendre une situation toute simple. Disons que tu es dans une pièce sombre et quelqu'un allume une lampe à l'autre bout. D'abord, l'événement, la lampe s'allume, arrive à un endroit précis. L'autre bout de la pièce. Ensuite, un peu plus tard, où on imagine que la lumière est plus lente que d'habitude évidemment, la lumière arrive jusqu'à toi. Et seulement là, tu peux dire que tu la vois allumée. Entre l'événement et ton observation, il y a un délai. Et ce délai dépend directement de la distance. Plus tu es loin, plus tu attends.
logique. Donc même dans une scène banale où on réduit évidemment la vitesse de la lumière, le quand est lié au où. Tu peux même te faire piéger par ça sans t'en rendre compte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la notion d'instantanéité n'existe pas en relativité. Imagine deux lampes, l'une à gauche, l'autre à droite, très éloignées l'une de l'autre. Elles s'allument en même temps, selon une horloge placée pile au milieu. Mais toi, tu n'es pas au milieu, tu es plus près de celle de gauche. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois la lampe de gauche s'allumer avant celle de droite. Si encore une fois on ralentit la vitesse de la lumière, parce que c'est imperceptible sinon. Et donc tu vois celle de gauche avant, et pourtant elles sont censées s'être allumées au même moment, d'après l'horloge centrale. Donc l'ordre dans lequel tu vois les choses n'est pas le même que l'ordre dans lequel elles se produisent selon une autre position. Il n'y a rien de magique, c'est juste que la lumière a un temps de trajet. Donc dès qu'on parle d'événements, on ne peut pas se contenter de dire ça s'est passé sans préciser où et quand ensemble. C'est exactement pour ça qu'en physique on parle souvent d'événements comme des points dans une sorte de carte. Pas une carte géographique au sens classique, mais une carte où on met aussi le temps. Un événement, ce n'est pas quelque chose de vague, c'est quelque chose qui arrive à un endroit, à un moment. Si tu changes la distance, tu changes automatiquement le délai minimal pour qu'une information arrive. Et si tu changes le délai, tu changes automatiquement la liste des endroits qui peuvent être atteints ou influencés. Maintenant qu'on a l'idée essentielle en tête, on peut enfin poser le concept proprement. Un cône de lumière, c'est une manière de classer tous les événements possibles autour d'un événement donné en 3 catégories très nettes. Ceux qui peuvent influencer ton passé causal, ceux que tu peux influencer ton futur causal et ceux qui n'ont aucun moyen d'être reliés à toi par une cause et un effet, ce qui est hors d'atteinte, au moins à cet instant en tout cas. Un cône de lumière, c'est une façon très concrète de te dire ce qui peut, physiquement, avoir un lien avec quelque chose. Choisis un événement de départ très simple. Toi, ici, maintenant, en train de regarder cette vidéo. Cet instant précis, à cet endroit précis, c'est le point de référence. Maintenant, imagine que la lumière part de toi dans toutes les directions comme une sphère qui s'agrandit. Au bout d'une seconde, cette sphère a un certain rayon. Au bout de 2 secondes, elle a un rayon 2 fois plus grand, et ainsi de suite. À tout moment, la frontière de cette sphère représente jusqu'où un signal lumineux parti de toi a pu aller. Mais attention, ce n'est pas seulement une sphère dans l'espace. Comme le rayon grandit avec le temps, il te faut une représentation qui mélange les deux, donc le temps qui monte et l'espace qui s'étend. C'est là que la forme de cône apparaît naturellement. Si tu dessines une carte où le temps est une direction, par exemple vers le haut, et où la distance est une autre direction vers les côtés, alors la trajectoire de la lumière fait une ligne qui s'éloigne à un rythme fixe. Au fil du temps, la frontière atteignable par la lumière s'écarte de plus en plus. Si tu relis ces frontières successives, tu obtiens une surface qui s'ouvre vers le haut. En simplifiant, ça donne un cône. Ce cône vers le haut, c'est ton cône de lumière du futur. La zone de tous les événements que tu pourrais, en principe, influencer à partir de maintenant si tu avais le temps nécessaire et un moyen d'agir. Ce qui est à l'intérieur, tu peux l'atteindre ou l'influencer sans violer la limite de vitesse de l'information. Ce qui est sur la surface, c'est la limite extrême. Il faudrait aller exactement à la vitesse de la lumière, ce qui est possible pour la lumière elle-même, mais pas pour un objet avec une masse. Et ce qui est à l'extérieur, c'est trop loin pour le temps disponible. Aucun signal parti de toi maintenant ne pourrait y arriver assez vite, car rien ne va plus vite que la lumière dans le vide. Mais le cône ne va pas que dans un sens, tu pourrais faire la même logique vers le bas. Quels événements passés auraient pu t'envoyer un signal qui arrive jusqu'ici, maintenant ? Cette zone forme un cône inversé qui pointe vers le bas. C'est ton cône de lumière du passé. Tout ce qui est à l'intérieur de ce cône du passé, ce sont des événements qui ont eu le temps de t'atteindre. Si une étoile explose il y a longtemps, mais trop loin pour que sa lumière soit déjà arrivée, alors cette explosion n'est pas dans ton passé causal aujourd'hui, même si elle a déjà eu lieu là-bas. Elle est dans le passé de l'univers, mais pas dans ton passé accessible. Ton présent, ce n'est pas tout ce qui existe maintenant et partout, c'est tout ce dont l'information a pu arriver jusqu'à toi maintenant. Donc ton passé en physique n'est pas seulement ce qui s'est produit avant dans le temps, c'est ce qui s'est produit assez près ou assez tôt pour pouvoir t'envoyer une influence. Et ton futur n'est pas tout ce qui arrivera, c'est ce qui est assez proche ou assez tard pour être influencé par ce que tu fais maintenant. Le cône de lumière, c'est le filtre qui transforme la chronologie en causalité. Et donc je veux m'attarder un peu plus sur la troisième zone qui est la plus fascinante, tout ce qui est en dehors des deux cônes. C'est le ailleurs. Ça veut dire quoi en fait concrètement ? Ça veut dire qu'il y a des événements qui, même si tu les places à une date différente de la tienne, ne peuvent pas être reliés à toi par un signal qui respecterait la vitesse maximale. Aucun message venant de toi ne peut les atteindre dans le temps considéré et aucun message venant d'eux ne peut t'atteindre dans le temps considéré. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas improbable, c'est impossible au sens strict. Disons qu'un événement ailleurs dans l'univers se produirait en même temps que ton présent maintenant et ici, selon une certaine horloge, mais très loin, peut-il te toucher ? Eh bien non, parce que sa lumière n'a pas eu le temps d'arriver. Peux-tu le toucher ? Non plus, parce que ton influence n'aura pas le temps de l'atteindre instantanément. Il existe donc un ailleurs qui est
pour toi, hors relation causale à cet instant. Ce n'est pas que cet ailleurs n'existe pas, c'est juste qu'il n'est pas connecté à toi par un lien de cause à effet à ce moment-là. Et ça, c'est exactement ce que le cône de lumière formalise. Et pour ceux qui veulent une petite définition de la notion de temps, dites-vous qu'en relativité, le temps est donc la direction dans laquelle sont orientés les cônes de lumière. Enfin, c'est une définition en physique, parce que si tu dis à un prof de philo que le temps est la direction dans laquelle sont orientés les cônes de lumière, je crois qu'il te met une baffe. Mais bon, pour finir, je tiens à préciser que le cône de lumière n'est pas seulement une jolie forme sur un schéma. Il sert surtout à protéger une idée qui paraît évidente, mais qui est en fait fragile dès qu'on commence à jouer avec des grandes vitesses et de grandes distances. C'est l'idée qu'une cause doit arriver avant sa conséquence. Dans la vie de tous les jours, tu n'y penses même pas. Tu appuies sur un interrupteur, la lumière s'allume, tu lances une balle, elle part, tu parles, on t'entend ensuite, tout est bien rangé. D'abord l'action, ensuite l'effet. C'est très intuitif. Le cône de lumière, c'est la manière dont la physique met ce bon sens en forme en fait. Et surtout, c'est la manière dont elle s'assure qu'on ne le casse pas ce bon sens sans s'en rendre compte. En fait, on a une définition ou une modélisation de ce qu'on appelle une relation de cause à effet. C'est quand un événement A peut influencer un événement B. Pas en théorie, pas avec de la magie, mais en envoyant une influence réelle. Un signal, une onde, une particule, quelque chose qui transporte une information ou une interaction. Si la vitesse de cette influence est limitée par la lumière, alors A ne peut influencer B que si B se trouve dans le cône de lumière du futur de A. C'est la règle. Et l'inverse, si A est dans le cône de lumière du passé de B, alors A peut être une cause possible de B. Tu vois comme ça devient presque mécanique. La causalité n'est plus un vague concept philosophique, elle devient une question de géométrie du possible. Cette géométrie te permet de trier les situations. Si deux événements sont l'un dans le cône de l'autre, alors il existe au moins un moyen, en respectant les règles physiques, de les relier. Pas forcément un moyen pratique, mais un moyen possible. Si au contraire, deux événements sont en dehors des cônes l'un de l'autre, dans cette grande zone hors d'atteinte, alors ils ne peuvent pas être cause et conséquence. Point. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le cône de lumière est si central en relativité. La relativité, au fond, n'est pas la théorie qui dit que tout est relatif. C'est plutôt la théorie qui te dit qu'il existe une structure absolue qui encadre ce qui peut influencer quelque chose. Et cette structure est donnée par la vitesse de la lumière. Beaucoup de choses peuvent être variées selon les observateurs, mais pas le fait que les influences physiques restent enfermées dans ces cônes. L'univers n'est donc pas seulement une immense étendue d'espace, c'est aussi une architecture de connexion limitée par la vitesse de la lumière. Tu ne vis pas dans tout ce qui existe, tu vis dans tout ce qui peut t'atteindre et dans ce que tu peux atteindre en retour. Comme d'habitude, merci aux tipeurs pour leur petite aide qui a un réel impact. J'espère que la vidéo t'a plu. Puisque tu es arrivé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, partager. Et pour les plus déterminés et évidemment à l'aise financièrement, n'hésitez pas à faire un petit tip. En vrai, évidemment, même le fait d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici est une forme de soutien, donc je te remercie. J'espère que les autres vidéos vous plairont. À la prochaine.